Tout ce que les archéologues savent, c'est que les Olmecs se sont matérialisés d'un coup vers 1500 avant Jésus-Christ, avec toute leur sophistication. Il n'y a aucun signe d'une phase antérieure de développement de cette civilisation. Ce peuple, dont l'expression typique est la sculpture d'immenses têtes d'Européens et d'Africains, semble surgir de nulle part. La citadelle de Monte Alban à Oaxaca. Ici, au sud du Mexique, on trouve la dernière œuvre de ce peuple mystérieux. Ces figures gravées dans la pierre semblent représenter des hommes tombés à la guerre. Ils sont nus, abandonnés, souvent castrés. C'est peut-être là que ces hommes ont disparu de l'histoire. Alors, y a-t-il eu une civilisation raffinée qui a traversé l'Atlantique des siècles avant Christophe Colomb? D'autres éléments corroborent cette thèse. Des cartes antiques démontrent une connaissance de la planète qu'on n'a jamais pu expliquer. Tout au long du XXe siècle, une énigme va intriguer les scientifiques. C'est celle de la carte tracée en 1513 par l'amiral turc Piri Reis, qui représente des parties du monde supposées inconnues à son époque. Christophe Colomb n'a exploré que les Caraïbes. Il n'a pas exploré la pointe de l'Amérique du Sud qui débouche sur l'Antarctique, loin s'en faut. Pourtant, ces cartes représentent toute cette partie du globe de manière très précise. Et ce, bien avant que Colomb et les autres explorateurs européens ne s'y rendent. Cette carte, qui date de plusieurs siècles, indique la conformation exacte de la terre de la Reine Maude, qui est aujourd'hui ensevelie sous une couche de glace de près d'1 kilomètre d'épaisseur. Or, nous-mêmes, nous ne connaissons cette conformation que depuis 1949. C'est un vrai mystère. Les cartographes ont longtemps cogité sur l'étrange projection utilisée dans ces cartes. Elle s'apparente à celle employée dans les sous-marins nucléaires modernes qui calculent le monde en fonction de leur éloignement par rapport à un point de départ. Dans le cas présent, ce point est Sienne, l'actuelle ville égyptienne d'Assouan, foyer des cartographes de l'Antiquité. La carte semble déformée, mais ce n'est qu'une apparence. Elle fournit en fait une image précise de cette région de la planète. Mais ce n'est pas tout. À mon sens, la principale caractéristique de la carte de Piri Reis est qu'elle indique la longitude. Les Européens n'ont pas su faire ça avant le XVIIIe siècle. Or, cette carte date du XVIe. L'histoire de la longitude commence sur ces plages en 1707, alors que la flotte anglaise vient de quitter la Méditerranée en direction des côtes britanniques. À l'époque, on n'a pas de mal à calculer sa position par rapport au nord ou au sud. Il suffit de mesurer l'angle entre la surface de la Terre, le Soleil et les étoiles. En revanche, on ne sait pas calculer la longitude, c'est-à-dire la position par rapport à l'est ou à l'ouest. L'amiral anglais se met en colère lorsqu'un marin originaire du sud-ouest de l'Angleterre lui dit qu'il est à 20 milles trop loin à l'est et que la flotte risque de s'échouer sur les côtes. Ses officiers lui assurent que la flotte fait bonne route et l'amiral fait pendre le marin pour insubordination. Au moment de sombrer, l'amiral a dû regretter de ne pas l'avoir écouté. Des milliers d'autres bateaux ont déjà sombré. Mais la perte d'une flotte entière va accélérer la quête d'un instrument capable de mesurer la longitude avec précision. Il faudra encore attendre 2 générations avant d'y parvenir. Pourtant, la carte de Piri Reis, tracée 250 ans plus tôt, indique bel et bien les longitudes. Sur la carte de Piri Reis, une mention indique qu'elle a été compilée à partir de nombreuses autres cartes. Il s'agit d'une copie de copie de copie. La plupart des spécialistes pensent que ces cartes remontent au moins à l'époque d'Alexandre le Grand. Mais en fait, elles sont beaucoup plus anciennes que ça. Des cartes du monde tracées des siècles avant qu'on sache naviguer sur les océans. Des techniques de construction mystérieuses qui révèlent une connaissance poussée des mathématiques et de l'astronomie. S'il y a bien eu une civilisation raffinée, capable de transmettre ses connaissances aux bâtisseurs du Sphinx et aux peuples des Andes et du Mexique, que lui est-il donc arrivé ?
Eh bien, Platon parle d'une civilisation très développée techniquement et capable de naviguer sur les océans de la planète. C'est celle de l'Atlantide, l'île-continent. La science, qui refuse l'idée d'une civilisation oubliée, nie tout autant l'existence d'une catastrophe planétaire qui aurait détruit cette civilisation. Mais les récits de Platon et de la Bible ne sont pas isolés. Le Popol Vuh, le livre sacré des Mayas, parle de raz-de-marée, de déluge, de ténèbres envahissant le ciel durant des mois, de grêle, de pluie noire incroyablement froide. Les anciens Égyptiens parlent d'une période de chaos, de déluge et d'obscurité dont les dieux vont émerger pour donner forme à la terre d'Égypte. Le disque solaire des Aztèques parle de 4 cycles de destruction. Par l'eau, par le feu, par le vent et par la guerre et le sang. Il prédit aussi la fin du monde dans un cataclysme venu des entrailles de la Terre. D'autres mythes de l'Amérique précolombienne parlent d'un déluge apocalyptique, accompagné de séismes et d'une pluie de feu due aux éruptions volcaniques. Tous parlent avec un réalisme dérangeant d'un passé qu'on ne peut ni se rappeler avec précision, ni oublier totalement. Les scientifiques sont enclins à penser que le déluge est le fruit de l'imagination des poètes de l'Antiquité. Mais imaginez qu'ils se trompent. Imaginez qu'une série de catastrophes naturelles terribles a effectivement réduit nos ancêtres à une poignée de clans éparpillés sur toute la planète. Ce qu'on cherche, c'est une époque dans laquelle les mythes se glisseraient aussi facilement que le pied de Cendrillon dans la pantoufle de verre. La première piste est fournie par le gisement fossile de La Brea en Californie, sorte de fosse commune qui abrite plus d'1 million d'animaux fossilisés et qui est aujourd'hui transformée en parc d'attractions. Juste en dessous de la surface se trouve le gisement de pétrole de Salt Lake. L'asphalte poisseux suinte par les fissures et les animaux se retrouvent englués à jamais. On a une collection incroyable d'animaux qui ont été piégés ainsi durant les 40 000 dernières années. Le gisement fossile est comme une fenêtre ouverte sur une époque reculée où prospéraient des animaux qu'on ne pensait pas indigènes d'Amérique. Les mammouths, les éléphants, les rhinocéros, les paresseux géants, les tigres à dents de sabre et même les chevaux et les chameaux. Puis, un grand cataclysme les a tous anéantis, apparemment en l'espace de quelques décennies seulement. Cela s'est passé vers 10 500 ans avant Jésus-Christ, il y a quelques 12 000 ans. Les grands animaux, autrement dit tout animal plus grand qu'un coyote, ont disparu pour la majorité en quelques décennies. C'est effectivement ce qu'on peut appeler une grande catastrophe. Voici le relevé de la catastrophe survenue à la fin de la période glaciaire vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. Les températures, qui avaient été relativement stables pendant des milliers d'années, augmentent subitement. Le climat se réchauffe de plus de 5 degrés en un clin d'œil. 3 à 5 années seulement. Telle est la prodigieuse découverte des scientifiques qui ont percé la calotte glaciaire du Groenland pour en savoir davantage sur les changements atmosphériques. Certains appellent la calotte glaciaire du Groenland la pierre de Rosette du climat, parce qu'on a vraiment fait une découverte majeure en apprenant que le climat pouvait se modifier aussi subitement. Ce changement s'est fait en quelques années, entre 3 et 20, un peu comme ce que l'on voit aujourd'hui. On a découvert des modifications chimiques phénoménales dans la nature de la glace. On a aussi découvert que pendant la période de la fonte des glaces, le volume et la concentration des dépôts volcaniques ont été nettement plus importants qu'à n'importe quelle autre période, sachant qu'on a étudié les 110 000 dernières années. Des éruptions volcaniques sans précédent accompagnées de troubles atmosphériques et d'un déluge? Mais à quoi était-ce dû?
Lorsque des couches de glace de plus d'1,5 km d'épaisseur ont fondu en quelques décennies, le niveau des océans a augmenté de 1400 mètres. Des mers ont soudain surgi là où des terres s'étendaient auparavant. On pouvait se rendre à pied de la Grande-Bretagne à la Scandinavie, avant qu'une révolution climatique ne forme la mer du Nord. À cette époque, l'eau a aussi recouvert les plaines de l'Amérique du Nord, ce qui explique qu'on trouve des squelettes de baleines dans le Michigan. Cette ère de grand cataclysme survenue à la fin de la période glaciaire pourrait cadrer avec les mythes. Rien qu'en Amérique, quelques 70 espèces animales se sont éteintes. Les félins à dents de sabre, les mammouths, les paresseux géants, les chevaux, les chameaux. Mettons tout ça en perspective. Au cours des 200 000 années précédentes, c'est moins d'un tiers de ces espèces qui a disparu. Or, ce même schéma d'extinction s'est produit en Europe et en Asie. Dans le sol perpétuellement gelé de Sibérie et d'Alaska,